Écoutez, l'affaire Cahuzac est l'occasion d'un grand déballage. Ce grand déballage se caractérise entre autres par la publication de listes de membres à la fois du PS et de l'UMP, ou de l'UMPS, appelez-les comme vous voudrez, de gens qui ont été condamnés par les tribunaux et parfois de façon pas anodine. Monsieur Hérault, par exemple, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Certes, avec le sursis, cette punition, cette pénalisation est aujourd'hui effacée de son casier judiciaire. Il n'empêche qu'il est aujourd'hui Premier ministre et que nombre de membres de son équipe ont eu aussi à subir les rigueurs de la loi, même si c'est dans des circonstances qui sont diverses et variées, dirons-nous. Alors, pire, c'est que l'affaire Cahuzac semble avoir ouvert la boîte de Pandore. Par exemple, Wikistrike, une émanation, une dérivation de Wikileaks, vient de publier une information selon laquelle plus de 60% des membres de l'Assemblée nationale, donc de nos députés, pourraient, je dis bien pourraient, c'est Wikistrike qui parle et non pas votre serviteur, être titulaire de comptes à l'étranger, donc avoir procédé à différentes manœuvres, opérations d'évasion fiscale. Tout cela est d'une gravité extrême. Alors bien sûr, les noms ne sont pas encore donnés, mais il y a d'autres éléments qui arrivent à l'appui de ce genre d'assertion. On attend d'ailleurs dans les jours et dans les semaines qui viennent que Wikistrike publie des listes de noms et des informations plus précises. Alors, je pense que cette information n'est pas une simple rumeur, qu'elle s'appuie entre autres sur les révélations que va faire dans les jours prochains ce fameux International Consortium of Investigation Journalists, qui est basé à Washington et qui vient de publier l'information selon laquelle M. Augier, trésorier de campagne et ami de 30 ans de M. Hollande, qui vivait ces dernières années en Chine, aurait des comptes, ce qui n'est pas en soi illégal, aurait des comptes aux îles Caïmans. Bon, nous allons sans doute revenir sur l'origine ou sur les motifs de la diffusion d'une telle information, mais celle-ci ne peut que nous interpeller, sachant que ce consortium international de journalistes d'enquête dispose de plusieurs mégabits d'informations, de comptes. Il s'agit de centaines de milliers de comptes qui toucheraient non pas seulement la classe politique française, mais internationale, d'évasion fiscale. Et donc là, il y a aussi, on peut supposer, une grande opération, non peut-être pas de nettoyage, mais de mise au pas de tous les acteurs déviants du paysage politique occidentaliste. Alors, la chose n'est pas coutumière, n'est pas habituelle. Je vais reprendre un petit papier. Je lis ici, c'est publié par Le Temps en Suisse, à Genève, Offshore Leaks. 35 médias du monde entier ont eu accès à plus de 2,5 millions de documents de sociétés offshore. En Suisse, le matin dimanche, etc., le Zondag-Zeitung participe à ce mouvement. Le consortium international des journalistes d'investigation, basé à Washington, a reçu sous forme informatique cette masse de données occupant 260 gigabits, soit un volume 160 fois supérieur au câble diplomatique américain publié par Wikileaks en 2010. Il y a plus d'un an, alors chose extraordinaire, un paquet a été envoyé anonymement par la poste à une adresse en Australie. Le disque dur qui se trouvait à l'intérieur a été ensuite transmis à Washington, puisqu'il était illisible et qu'il plantait tous les ordinateurs australiens, comme par hasard. Il ne faut pas oublier que Wikileaks est aussi originaire d'Australie. Alors je ne sais pas s'il y a une coïncidence à établir ou pas, mais en tout cas, bon, voilà. Ces offshore leaks contiennent quantité d'informations bien supérieures. Alors ce sont des documents relatifs à des contrats, des fax numérisés, des correspondances bancaires, et sur lequel se sont penchés plus de 80 journalistes qui tentent de décortiquer ces montages financiers internationaux très complexes qui concernent 122 000 sociétés, trusts, entreprises et autres, reliées à plus de 130 000 personnes dans 140 pays. Donc nous avons là une offensive de très vaste envergure.
si bien que l'affaire, aussi bien Cahuzac, qui peut être un règlement de compte personnel entre l'ex-épouse, enfin ils ne sont pas encore divorcés, de M. Cahuzac et son mari, Madame Cahuzac avait mis plusieurs, plusieurs enquêteurs privés sur les traces de son mari, mais enfin personne ne nous a encore dit comment la fameuse bande utilisée par Mediapart était arrivée entre ses mains. Donc là, aujourd'hui, on peut se demander si cette opération, justement, s'il s'agit d'une opération qui dépasserait simplement un scandale français, un France strictement intérieur à la France, avec une crise gouvernementale en gestation, ou s'il s'agit de manœuvres de beaucoup plus vaste envergure qui toucheraient tout le monde occidental. Quand on veut faire éclater une bombe, on la fait naître, par exemple, en Australie. Il y a un paquet qui tombe comme ça. Il ne faut pas oublier, lorsque l'on parle du journalisme d'enquête, et nous l'avons traité dans une précédente vidéo, l'enquête, elle démarre souvent dans une boîte aux lettres. Le fameux scandale de Watergate, c'était un parking souterrain et avec Gorge Profonde, qui était un homme qui trahissait au fond son patron, à savoir M. Nixon, et qui donnait des informations en direct. Et on a porté au nu, on a distribué des Pulitzer à l'appel à des gens qui finalement se contentaient de recueillir la manne céleste et la bonne parole de la bouche d'un homme qui trahissait, encore une fois, son administration et l'homme qui l'employait. Là, pour Mediapart, Mediapart s'est livré à une enquête, c'est indéniable, mais à partir d'une bande qui lui est échue, on ne sait comment. Le Canard enchaîné, encore une fois, les enquêtes du Canard, les rédacteurs ouvrent le matin leur boîte aux lettres et trouvent les enquêtes déjà toutes ficelées, c'est-à-dire des dénonciations, des délations. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la source ne s'est jamais tarie. Alors, ces informations qui arrivent de façon inopinée, de façon miraculeuse, dans une petite boîte, dans un petit colis postal, avec un disque dur que personne ne peut décrypter, ne peut ouvrir, qui plante les ordinateurs, qui est transféré à Washington, tout ça me semble cousu de fil blanc. C'est un schéma classique. Lorsque l'on veut faire sortir une information concernant un pays, on le fait rebondir, c'est du billard à deux, trois bandes, on le fait rebondir de pays en pays. On commence par un petit pays anodin et puis la chose prend de l'ampleur au fur et à mesure de sa diffusion. Il faut voir, je me suis intéressé à ce consortium international de journalistes d'enquête. J'ai vu que parmi les sponsors, il y avait la Foundation for Open Society, c'est-à-dire la Fondation pour la société ouverte de M. Soros, qui est un homme, rappelons-le, qui a commencé par la spéculation, jouer contre les monnaies nationales. Il avait mis à une certaine époque en difficulté la livre sterling, un homme donc fort intelligent et tout-puissant, et dont d'ailleurs les ambitions ont cru au fil des années, qui est aujourd'hui l'un des relais de la politique du département d'État en finançant des sociétés pour la démocratie, pour la société ouverte, à droite et à gauche, et que l'on peut imaginer être à l'origine d'un certain nombre de révolutions orange, de révolutions de velours, à droite et à gauche, et notamment que ce soit dans le Caucase, que ce soit en Europe orientale, et ailleurs, un homme qui aujourd'hui bat en brèche l'ex-pouvoir soviétique et le pouvoir souverainiste de la Russie qui se restaure, qui se reconstitue. C'est pourquoi d'ailleurs M. Poutine a mis le haut là et veut aujourd'hui contrôler les ONG humanitaires et autres, et pro-démocratie, qui s'activent à Moscou et ailleurs, et qui peuvent présenter, le cas échéant, un danger pour le régime, j'allais dire soviétique, mais pour le régime russe tel qu'il est. Mais toujours est-il que derrière ce consortium de journalistes d'enquête se trouvent d'autres sponsors, mais si on ouvre la boîte noire de ces autres sponsors, de ces autres mécènes, partout on va trouver des associations, des ONG ayant des liens avec la Fondation pour la société ouverte de M. Soros. Donc on peut penser que tout cela n'est pas totalement innocent, que derrière cela il y a de vastes manœuvres. Alors on peut se poser la question d'ailleurs de pourquoi ces manœuvres.
Alors l'affaire générale, c'est simple. Je pense que les États-Unis détestent la concurrence et sous couvert d'imposer des règles, des règles économiques, des règles commerciales, même en parlant, en allant jusqu'à utiliser les grands mots, celui d'éthique, mais en tout cas les normes juridiques internationales savent éliminer des concurrences qui les gênent. On l'a vu dans l'affaire pétrole contre nourriture, lorsque l'Australie, par exemple, gênait les exportations de blé américain et canadien vers l'Irak. On a accusé le Premier ministre australien à ce moment-là de concussion et de corruption et de contournement des règles pétrole contre nourriture qui avaient été établies en 97-98 pour alimenter l'Irak qui était sous embargo avant la guerre de 2003. Alors, donc ça c'est une chose. Aujourd'hui, non pas un grand coup de balai, mais une grande mise au pas des acteurs économiques internationaux pour leur rappeler qui est le patron, qui est le maître. Hein, et le maître, où il se situe, à la bourse de Chicago, la bourse des matières premières, ou à New York, la bourse financière tout court, ou à Londres, à la Cité de Londres. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire française, c'est autre chose. On s'aperçoit qu'il y a l'affaire Cahuzac, qui peut être une affaire privée, mais qui peut dépasser une affaire privée. Encore une fois, nous le disions tout à l'heure, qui a fourni initialement la bande qui semble extraordinaire, un gars qui serait resté en ligne, qui aurait enregistré, mais enfin il faut avoir le réflexe d'enregistrer, avoir les moyens techniques d'enregistrer. Donc c'est une histoire totalement incohérente, incroyable. Bon, c'est du cinéma tout cela. Et donc l'affaire Cahuzac, mais qui se double immédiatement de l'affaire Rougier. L'affaire Rougier étant lancée par ce consortium international de journalistes d'enquête, basé à Washington, qui, avons-nous dit, est sponsorisé, financé en partie par M. Soros et donc par le département d'État américain. Et puis maintenant, Wikistrike qui annonce des révélations sur les comptes offshore ou autres, sur les comptes à l'étranger d'un nombre très important de députés français, 350. Bien sûr, aucune information n'est donnée pour l'instant. Hein, on est comme dans le cas où Robespierre dit des têtes vont tomber sans annoncer lesquelles. Donc il va y avoir une levée de bouclier, ça il faut s'y attendre. Mais également ces informations qui sont arrivées à Washington et qui vont être exploitées par une quarantaine de journaux, dont Le Monde, qui seront chargés indéniablement de filtrer, de faire le tri, de désigner qui sont les bons méchants et les faux coupables. Donc tout le monde ne sera pas cité. Il y aura des discriminations positives qui seront à l'œuvre, n'en doutons pas, mais montre bien qu'il y a une opération dirigée de l'extérieur. Alors, quel peut être le but de cette opération? Je crois, mais c'est une intuition de ma part, que l'équipe Hollande n'a pas fait ses preuves. Les observateurs les plus honnêtes, je ne dis pas les plus avertis, mais les plus honnêtes, les plus lucides, ou ceux qui sont dans la véracité, nous disent que nous ne sommes qu'au début et si l'on se réfère encore une fois à Wikistrike ou au consortium international de journalistes d'enquête qui vont lâcher maintenant leurs informations, il va y avoir un dégazage massif. Nous ne sommes qu'au début de l'affaire. Donc ce n'est pas une vague, ce n'est pas une onde de choc, mais ça va être un tsunami qui va déferler sur le gouvernement français, sur une Europe aussi qui est en état d'ébullition. Si on regarde bien, même la petite Finlande, encore titulaire de son triple A, annonce l'éventualité, son désir éventuel, sa volonté éventuelle de sortir de la zone euro. Donc nous sommes à une situation de prédislocation de l'Union européenne. Or, M. Hollande, dans cette conjoncture critique, n'a pas fait ses preuves, et donc il serait peut-être urgent, peut-être, pourquoi pas, de le remplacer par M. Sarkozy. Prenons les mêmes et recommençons M. Sarkozy, qui était un bien meilleur élève de la classe atlantiste que ne s'est montré M. Hollande. Si je suis conspirationniste, en tout cas, je ne suis pas le seul. C'est une attitude qui est à la mode. Lorsqu'on voit que cette offshore leaks, ces fameuses informations qui arrivent, 2,5 millions de documents, avons-nous dit, dans 35 médias qui seront traités par 35 médias du monde entier,
2,5 millions de documents, des sociétés offshore. Alors je cite parmi les médias, on a, excusez du peu, le Washington Post, la BBC, The Guardian, Le Monde en France, des Süddeutsche Zeitung ou Asahi Shimbun. Nous l'avons dit, nous le répétons, ce n'est pas n'importe qui. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine crédibilité qui s'attache à des documents qui ont été rassemblés, qui concernent des centaines de milliers d'entités, 122 000 entités, 130 000 personnes dans 140 pays. Alors, question de bon sens, et l'étincelle de la divinité en chaque homme, c'est le bon sens. Comment une telle somme de documents aurait pu être rassemblée, ne serait-ce que par des bénévoles, des pirates, des anonymous ou autres. On se moque du monde. Seules de méga organisations de renseignement rassemblant des dizaines de milliers de chercheurs dans tout pays, donc des réseaux fantastiques, ont pu réunir cette somme de documents qui, comme par miracle, tombe du ciel en Australie. Bon, alors, des noms viennent immédiatement à l'esprit, celui de la CIA, ce pourquoi on peut imaginer que, en dehors du scandale même Cahuzac, qui est un scandale domestique français, il y a des opérations de très vaste, de très ample envergure qui sont à l'œuvre dans le monde et qui vont mettre au pas, aussi bien d'ailleurs la Suisse qu'un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs économiques, plus ou moins honnêtes ou malhonnêtes, la question ne se pose pas, mais qui vont d'une certaine façon les normaliser, les réintégrer dans un système de normes juridiques, ces normes juridiques émanant toutes d'un seul et unique centre qui s'appelle Washington.